Salut à tous et à toutes et bienvenue donc dans cette seconde partie de mes visionnages du mois d'avril 2016 et donc pour cette seconde partie on va encore partir sur 9 films. La première partie de mon mois d'avril était plutôt médiocre, j'avais pas trouvé des très très bons films. Là ça va aller un petit peu mieux même si ça reste quand même assez moyen. Ça n'a pas été un mois d'avril très 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 bon pour moi. J'ai pas trouvé des films super. Mais la troisième partie va rattraper un petit peu le tout. En attendant, on va commencer tout de suite avec Solaris, un film d'Andrei Tarkovsky. Alors Tarkovsky, c'est un des seuls cinéastes russes que je connais, avec comment il s'appelle, celui qui a fait Le Cuirassé Potemkin. J'ai oublié son nom, Eisenstein, je crois, Sergei Eisenstein. Andrei Tarkovsky, je le connaissais que de nom, à part que j'avais déjà commencé à voir un de ses premiers films, je sais pas si c'est un de ses premiers films en fait, Le Miroir, j'avais commencé à regarder. J'avais pas réussi à finir, j'avais pas du tout aimé, mais je vais le revoir prochainement parce que c'était à l'époque où encore je me disais, c'était à l'époque où j'arrêtais les films en cours. Maintenant, je suis plus dans une politique de me dire que même si le film j'ai du mal, j'essaie quand même de le finir jusqu'au bout. Donc j'ai voulu redonner sa chance à ce réalisateur avec Solaris. Solaris qui est un de ses films qui est le mieux noté de sa filmographie, que ce soit sur Allociné, Série Box, tout ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'est pas non plus une extrêmement bonne note que je lui ai mise. Déjà parce que le film est très très long et très lent. Mais en fait, j'ai basé un peu ma critique sur un parallèle que j'ai fait avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Si vous regardez le film, vous ne pouvez pas ne pas faire le parallèle. Parce que 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est le film de science-fiction de cette époque-là, guerre froide par excellence. Le film de science-fiction qui tente d'aborder par pas mal de procédés symboliques et très complexes des questionnements sur nos vies, sur nos existences, tout ça. Et vous ne pouvez pas ne pas faire le parallèle avec Solaris parce que c'est à peu près la même chose. Mais si je me base sur 2001 l'Odyssée de l'espace, un film que je n'apprécie pas du tout, et pourtant j'ai le coffret Stanley Kubrick là-bas, hein, j'aime beaucoup Kubrick. C'est pas mon réalisateur préféré comme beaucoup le diraient, mais c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Mais 2001 l'Odyssée de l'espace, je peux juste pas quoi. Je sais que je vais me faire contredire évidemment dans les commentaires, mais malgré toutes les analyses de films que j'ai vues de ça, je peux pas m'empêcher de penser que 2001 l'Odyssée de l'espace c'est un film chiant, pas réellement intéressant et surtout vraiment très pompeux. C'est-à-dire quand je dis pompeux, dans lequel on tente d'analyser chaque petit détail alors que finalement je suis pas sûr qu'il y ait autant de choses. Après, peut-être, je ne sais pas, mais même si c'est ça, j'arrive pas à être charmé par le film. Solaris, c'est un peu le même genre de film, c'est même carrément le même genre de film, un film qui part sur quelque chose de science-fiction, un homme qui s'en va sur une station orbitale rejoindre donc une équipe suite à la mort d'un des leurs, et ça va amener à se poser tout un tas de questionnements sur l'humanité à travers des sortes d'hallucinations de notre personnage, tout un tas de trucs comme ça assez spécial et obscur. Et voilà, donc directement dès qu'on regarde le film, on se dit que Andrei Tarkovsky tente de rivaliser avec le film de Kubrick, et c'est pas anodin parce que ça se passe les deux films sont en pleine guerre froide, les Russes et les Américains. C'est pas pour rien que les Russes ont voulu imiter les Américains. Mais pour autant, j'ai bien plus aimé Solaris parce que je trouve le film déjà beaucoup moins chiant. Même si le film à la fin commence vraiment à être long, hein, il fait presque 3 heures, il fait 3 heures il me semble, je veux pas dire de conneries à ce niveau là, mais à la fin il me semble vraiment faire 3 heures, le rythme est très lent, mais ce que j'ai bien aimé dans ce film, ou en tout cas ce que j'ai préféré à 2001, c'est qu'il fait beaucoup moins pompeux, c'est-à-dire que on comprend ce qui se passe, on n'est pas, ça nous paraît pas
dans 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a des moments où on comprend pas, on est dans l'incompréhension la plus totale. Là, pour le coup, le film se regarde de façon plutôt facile, même s'il y a plein de petits détails qui font qu'il y a une analyse plus creusée qui pourra se faire. Mais voilà, on comprend beaucoup mieux ce que le réalisateur veut nous dire. Et ça fait tout. Ça fait pas tout, mais en tout cas, ça fait que je préfère Solaris à 2001 l'Odyssée de l'espace. Et un autre truc que je voulais souligner, j'ai bien aimé la mise en scène de Tarkovsky personnellement. Tout le début du film d'ailleurs est très très intéressant avant son départ pour la station orbitale. J'aime vraiment beaucoup cette partie, j'adorais vraiment le début. Après ça devient un peu plus lent, un peu plus long, mais comme je vous le dis, si je le compare à 2001, j'ai beaucoup plus apprécié. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que pourtant les décors, on sent que derrière 2001, il y a des moyens, il y a quelque chose de vraiment, pour l'époque en tout cas, qui a été vraiment bien fait. Là, avec Solaris, c'est beaucoup plus restreint et c'est ça aussi peut-être qui fait que je trouve que c'est beaucoup moins pompeux. Ça veut moins en mettre dans les yeux, moins grandiose, moins faire croire en fait. Et c'est ce que je trouve, c'est ce que je reproche à 2001. C'est peut-être de vouloir faire croire qu'il y a quelque chose alors que finalement c'est peut-être plus vide que ce que l'on pense. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que je sais que 2001 l'Odyssée de l'espace c'est un sujet assez tendu entre les cinéphiles, entre ceux qui y voient un chef-d'œuvre et ceux qui sont en pleine incompréhension devant ce film, dont moi. Mais voilà, Solaris, c'est un premier film de Tarkovsky qui fait que j'aime bien son style, peut-être un peu trop long, ce qui fait que je lui ai donné la note de 11 sur 20, donc c'est pas incroyable, hein, mais c'est principalement la longueur qui lui enlève pas mal de points parce que c'est très très long. Mais voilà, un réalisateur que je vais découvrir au fil de ses films, je pense, très prochainement. Ce mois-ci, j'ai vu Everest, réalisé par Baltazar Kormakur, un réalisateur des Balkans, je pense. En fait, je ne me suis pas renseigné, mais il me semble qu'il est... Enfin, je m'étais renseigné, mais je me souviens plus exactement sa nationalité. Il est serbe ou croate, il me semble. Qui réalise un film pour une production américaine avec Jake Gyllenhaal, un acteur que j'apprécie beaucoup, mais qui me déçoit depuis quelques temps dans pas mal de films. Je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le propos, mais voilà, c'est le film qui est sorti l'année dernière et qui raconte l'histoire donc de l'époque où le mont Everest attirait beaucoup de gens et que beaucoup de compagnies s'étaient mis en tête de faire de l'ascension du mont Everest quelque chose de lucratif. Les gens venaient et rentraient dans un petit groupe qui avait pour but donc de les amener à monter l'Everest. Et ici, ça raconte le sort tragique d'un des groupes qui va mal terminer. C'est une histoire vraie. Donc voilà. Et ça va aller très vite, ma critique. J'ai pas été vraiment emballé par le film. C'est un film qui déjà ne me disait pas vraiment envie l'année dernière quand il était sorti. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas allé voir en salle. Mais voilà, mon père l'avait, il m'avait conseillé de le voir, même si je sais que c'est le genre de film qui lui plaît et que c'est justement le genre de film qui ne me plaît pas, j'ai quand même voulu voir. Pour le coup, c'est pas du tout un mauvais film, mais c'est pas le genre de film qui m'emballe, qui me donne... c'est pas le genre de film que j'aime réellement voir en fait. C'est un film que je vais voir et que je vais tout de suite oublier et que je ne reverrai sûrement jamais de ma vie. Au niveau de la mise en scène... Franchement, il y a un bon taf. Ce réalisateur, je sais pas vraiment ce qu'il a réalisé d'autre. Je sais pas pourquoi il a été mis sur ce projet, pourquoi il s'est retrouvé avec une production américaine. Mais franchement, il y a pas mal d'idées. Visuellement, c'est très beau. Il y a certains plans qui sont vraiment magistralement mis en scène. Des plans d'ascension. Quand par exemple, ils sont en train de monter une corde, on va partir du personnage tout en bas pour monter tout en haut. C'est des trucs qui peuvent paraître simples, mais qui sont bien mis en place dans le film. Et en général, la mise en scène ne déçoit pas. Ma seule et unique critique que j'aurais à faire, et qui finalement va influencer le fait que je n'ai pas kiffé, c'est que les personnages, je les ai trouvés un peu plats et pas vraiment creusés. C'est ça qui m'a amené à ne pas réellement être intéressé par ces personnages.
Ce qui influe sur le fait que je ne ressens aucune émotion pour eux, à quelque moment que ce soit. Euh, et voilà, pourtant le film ne se base pas seulement sur des plans d'ascension, même si c'est pas mal le cas, mais il va y avoir, ça va être entrecoupé entre des scènes dans lesquelles on a des discussions entre les personnages. Mais ces scènes sont pas assez fortes, les personnages sont pas assez creusés pour moi, pas assez bien écrits pour que je puisse ressentir des émotions pour eux, pour que je puisse être attaché à eux. Et c'est là où ça n'a pas réussi à me charmer. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a la scène fatale, puisque on sait que dès le début qu'ils vont mourir. Mais cette scène fatale ne m'a procuré vraiment aucune émotion. Donc c'est là où est tout le problème de ce film-là. Et puis pour parler un peu de Jake Gyllenhaal, c'est son personnage aussi qui fait que son personnage est... Non, j'ai pas été fan d'aucun personnage, donc de lui non plus. Pourtant, il avait peut-être le personnage le plus intéressant, mais ça n'a pas fonctionné chez moi et j'ai été... j'attendais pas grand-chose, donc on peut pas dire que j'ai été réellement déçu. Mais en tout cas, j'ai pas été subjugué par le film et voilà, j'aurais pas plus à en dire. Je vais lui mettre une petite note de 12 sur 20 parce que ça restait quand même un film, pour le coup, plutôt agréable à regarder, qui se laisse regarder, on va dire. C'est ce genre de film devant lequel ils sont loin d'être mauvais, mais qu'on va regarder et puis oublier. Donc celui-là, je le mets dans cette case-là et je lui mets la note de 12 sur 20 pour Everest. Ce mois-ci, j'ai vu Les Dents de la Mer, encore un film que je vais caractériser de film qui se laisse regarder mais qu'on oublie directement après. Et pourtant, pour le coup, c'est quand même considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma en général. C'est le film qui a fait connaître Steven Spielberg. C'est le film qui a lancé une nouvelle vague de films d'horreur. Mais j'ai pas été emballé et pour le coup, ça tient encore à une seule et unique chose, comme Everest. C'est que le film, c'est pas la même chose qui fait que le film est juste passable, mais c'est que le film a très mal vieilli selon moi. Déjà, au niveau, il y a pas mal de bons points dans le film et je vais revenir dessus après, mais je vais parler d'abord des points négatifs. Le film a mal vieilli, notamment au niveau du côté horrifique. C'est-à-dire que je n'ai ressenti vraiment aucune tension durant tout le long métrage. Et pour un film comme ça pose quand même problème. Parce que c'est un film d'horreur qui n'a pas vraiment d'autre chose, selon moi, à offrir qu'un film d'horreur. Je saurais pas vraiment expliquer ce qui fait que l'horreur n'a pas marché chez moi, parce que sûrement c'est un film d'horreur. Et pourtant j'avais vraiment bien aimé son film Duel avec les camions, qui pour le coup était un film d'horreur et qui avait très bien marché sur moi. Mais Les Dents de la Mer, je n'ai ressenti vraiment aucune tension durant tout le long métrage. Et je saurais pas expliquer vraiment pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être parce que la figure du requin n'est pas quelque chose qui aujourd'hui nous fait encore peur, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que l'ambiance n'est pas assez sombre et c'est principalement les films un peu plus sombres, ou je sais pas. Dans Duel, il y a une sorte d'ambiance un peu claustrophobe qui est mise en place. Et puis le film est constamment en tension, on est constamment sous tension, on ne sait jamais ce qui va arriver. Là pour le coup, c'est plus les gens qui vont à la recherche du requin et non pas le requin qui poursuit les gens. Bien évidemment, il y a quelques scènes au début où c'est le requin qui fait un carnage, mais après, durant la plupart du film, c'est nous qui allons chercher ce requin afin de le tuer. Donc c'est peut-être ça qui explique pourquoi je n'ai ressenti aucune tension. Après, je me suis pas mal ennuyé aussi. Le film n'est pas très long, mais c'est un film devant lequel il y a une première partie où c'est le requin qui va attaquer les habitants et la seconde partie où c'est nous qui allons le chercher. Il n'y a pas plus, ça va pas plus loin que ça, il n'y a pas énormément de dialogue entre les personnages. Donc je me suis beaucoup ennuyé et ça pose problème à un certain niveau.
Mais il y a vraiment pas mal de bons points qui font que j'ai trouvé quand même que c'était un film qui se laissait regarder. Euh, un film très moyen selon moi, même si beaucoup de gens, encore une fois, le considèrent comme un classique. Alors, premièrement, les acteurs, j'ai bien aimé les acteurs et je trouve même que l'acteur principal, de un, joue bien et même son personnage est intéressant et attachant. Après, c'est un des seuls, donc ce qui fait qu'il n'a pas réellement de relation avec les autres. Les autres personnages, j'ai été un peu moins fan. Donc, l'acteur Roy Scheider, j'ai vraiment bien adhéré à son jeu et à ce qu'il offrait dans le film. Ce qui fait aussi après c'est les deux gros points qui font vraiment que j'ai surkiffé le film, que j'ai deux points que j'ai vraiment bien aimé. De un, le requin qui est juste ultra réaliste. Encore une fois, Spielberg s'impose à un moment en proposant vraiment quelque chose une avancée technique. C'est un peu comme il le fera plus tard avec Jurassic Park et les effets spéciaux. Le requin est juste il n'y a pas une seule seconde où on peut détecter une faille. Et pourtant, je savais très bien comment était fait le film, le requin, parce que j'ai déjà vu pas mal de vidéos ou d'articles sur le film avant de l'avoir vu. Je savais très bien que c'était un requin fait de métal, un animatronics, mais c'est ultra réaliste. Que ce soit le costume, qui est vraiment au niveau du physique du requin, on y croit vraiment. Et même au niveau des mouvements, je sais pas comment ils ont réussi à le mettre en mouvement à un certain moment, mais ça marche du tonnerre, quoi. Y a rien à redire à ce niveau-là. Et je comprends vraiment pourquoi. Je comprends vraiment le fait qu'à l'époque, qu'il y ait eu une vague de peur envers les requins, un peu comme il y avait eu avec Hitchcock, les oiseaux. Je comprends vraiment qu'il y ait pu y avoir ça, parce qu'il est vraiment ultra bien fait et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et enfin, le gros point, le truc que tout le monde connaît, même sans avoir vu le film, c'est la musique de John Williams. Je la connaissais, bien entendu, comme tout le monde, et elle est vraiment, vraiment superbe, et ça faisait plaisir de l'entendre dans ce film-là. Donc voilà, mais après, ça réussira pas à en faire un excellent film, pour moi en tout cas. Donc je vous invite à me dire un peu plus pourquoi est-ce que, si vous êtes un grand fan des Dents de la Mer, qu'est-ce qui crée une attirance envers ce film chez vous? Moi, en attendant, je lui ai donné une note de 11 sur 20. Un film très moyen, mais qui a quand même certaines qualités. Ce mois-ci, j'ai vu un pigeon perché sur une branche philosopher sur l'existence. Donc, c'est le tout dernier film réalisé par Roy Andersson. Roy Andersson, c'est un réalisateur danois. Oula, je veux pas dire de conneries. Donc voilà, je dis une connerie. Roy Andersson, c'est un réalisateur suédois, pardon. Et j'ai visionné Un pigeon perché sur une branche philosopher sur l'existence. Un titre assez long. Et scénaristiquement, c'est juste pas du tout comment résumer ce film. Je pourrais vous le résumer, mais ça ne représente en rien ce qu'est le film en réalité. C'est l'histoire donc de deux amis qui fabriquent des espèces de farces et attrapes et tentent de les vendre un petit peu n'importe où. Ils tentent de faire marcher leur projet. Et ils vont se balader de lieu en lieu, et puis voilà. Le premier truc qui choque dès le premier plan du film, c'est l'esthétique de Roy Andersson, qui est vraiment magnifique. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce point-là. C'est un mélange de... Il y a un côté à la fois Wes Anderson pour le visuel, seulement pour le visuel bien entendu, et aussi un petit côté Lynch, mais pas n'importe quel film de Lynch. Est-ce que si vous... est-ce que je vous parle comme si vous pouviez me répondre? Ça rappelle un peu le court-métrage de Lynch, Rabbit, qu'il a fait en 2006, il me semble. C'est une ambiance... je vous invite à découvrir Rabbit. Je peux pas résumer, il n'y a rien à résumer, mais c'est une ambiance vraiment spéciale, très oppressante, et non, franchement, c'est une expérience à découvrir, Rabbit. Et ça m'a rappelé un mélange entre Wes Anderson, un peu coloré, mais à la fois Rabbit avec son côté un peu plus cynique, un peu plus sombre. Une opposition vraiment très spéciale entre le côté décalé et second degré, ironique parfois, et puis ce côté très oppressant et parfois malsain.
Donc déjà au niveau de l'ambiance, j'ai beaucoup aimé. Mais et puis même c'est sur il y a un certain cynisme qui est mis en place durant tout le film, un côté très décalé, un humour qui me rappelle un peu les Monty Python parfois, même si c'est beaucoup moins drôle, ça c'est certain. Mais ça me rappelle un petit peu ce côté-là. Il y a pas mal de blagues qui vont faire sourire, même si elles vont pas vous faire éclater de rire. Mais il y a un petit côté décalé qui est assez sympathique au film. Mais au-delà de ça, la mise en scène de Roy Anderson va très vite lasser. Elle est très très vite ennuyante parce que justement, elle n'est faite que de... C'est une mise en scène très basée sur la photographie qui est inspirée de la peinture. Donc c'est-à-dire que nos plans sont fixes. On a une scène et la caméra ne va... Il me semble qu'à aucun moment du film, la caméra ne bouge. Il pose sa caméra et il place ses objets afin de former une peinture. Et il ne va pas bouger sa caméra. Donc très vite, ça donne un ton très très lent au film et ça bloque à un moment. Rajouter à cela un film devant lequel on est quasiment dans l'incompréhension devant chacune des scènes parce qu'on nous promettait quand même un film qui serait philosophique et on nous l'offre, mais ça semble quand même très déconstruit. On va passer d'une scène où on va te parler d'esclavagisme à une scène où on va te parler de maltraitance des animaux, tout en suivant nos deux personnages qui tentent de faire leur trou et puis on comprend pas réellement où tout ça nous mène. Après on va te reparler de guerre et on va te parler des souffrances que les hommes s'infligent et ainsi de suite. Et on a l'impression vraiment d'être devant un film vraiment totalement déconstruit. On a du mal vraiment à suivre un quelconque sens, on ne trouve pas un sens au film réellement. Il y en a un, mais sur une scène, et après d'un coup tout va s'effacer, on va passer à autre chose, et tout semble vraiment très décousu, et ça pose problème. Donc ce film-là, je lui ai mis la note de 12 sur 20 parce qu'il offre quelque chose cinématographiquement qui change, et il y a vraiment une proposition qui est faite qui est vraiment très sympathique. Mais au-delà de cela, c'est très ennuyant, très ennuyeux, et on se perd un peu dans le film. Mais, intéressé par ce réalisateur, j'ai découvert aussi, parce que dans le DVD, il y avait aussi en bonus 2 de ses courts-métrages, j'ai voulu les découvrir aussi. Alors, le premier, c'est Quelque chose est arrivé. Donc là, on retrouve vraiment toute la mise en scène exactement pareille de Roy Anderson. Mais rajouter à cela un but parce qu'en fait c'est un film quasi documentaire sur le sida et quand on a ça, eh bien on suit avec plaisir le film et ça marche vraiment du tonnerre. La mise en scène de Roy Anderson avec un propos, ça marche. Mais j'ai fait le test avec un autre court-métrage, Le Monde de Gloire, et là pour le coup on repassait devant quelque chose de plus déconstruit. Alors là pour le coup c'est vraiment déconstruit, mais ça reprend un peu la même idée qu'un pigeon perché sur une branche philosophique sur l'existence, mais en court-métrage, un homme qui va passer dans des scènes et on comprend pas, et donc voilà, j'aime beaucoup moins quand c'est cette façon de filmer. Donc je vous invite à découvrir C'est arrivé, attendez, je retrouve le titre. Quelque chose est arrivé, je vous invite à le découvrir. Si ça vous plaît, je vous invite ensuite à découvrir un pigeon perché sur une branche philosophique sur l'existence. Donc voilà, c'est un réalisateur qui promet quelque chose d'intéressant, mais il y a un moment où ça bloque avec moi, donc un bon réalisateur, mais ça sera seulement un 12 sur 20 pour ce film-là. Ce mois-ci, j'ai vu A Touch of Sin, qui pourrait être traduit par une touche de vice, c'est pas un brin de vice, je sais pas trop comment y traduire. Un film réalisé par Jia Jianke qui est un réalisateur chinois. A Touch of Sin, de quoi ça parle? C'est l'histoire de 4 personnages qui n'ont pas de lien entre eux forcément et qui sont placés à différents endroits de la Chine, une Chine actuelle, et qui nous montrent donc un portrait d'une Chine très pauvre, très injuste, dans laquelle les riches ont tendance à de plus en plus s'enrichir avec une Chine qui commence à devenir très capitaliste
et à côté de ça, une pauvreté qui est vraiment en train de s'installer de façon forte, c'est-à-dire on a vraiment une très très grande pauvreté. Et donc tous nos personnages se placent dans ce contexte-là et vont chacun à leur manière tenter de s'opposer à ce système. Et en général, ils vont réussir à s'y opposer grâce à la violence, seul échappatoire donc à leur misère. Donc par exemple, on a nos personnages, en fait c'est 4 histoires. À part le contexte, en fait, les 4 histoires sont plutôt indépendantes. On a par exemple une personne qui tente de s'échapper au capitalisme, un homme qui tente de s'échapper au capitalisme, une femme qui tente de s'opposer aux hommes qui ont tendance à avoir une pensée perverte par rapport à elle, qui tente de la violer par exemple. Donc voilà, c'est un film vraiment très violent. Il y a des scènes vraiment très très violentes et c'est toujours très très bien mis en scène avec ce côté asiatique que j'adore. Notamment la scène, je vous disais, de l'homme qui s'oppose aux capitalistes. Il va y avoir vraiment beaucoup de scènes d'exécution et vraiment c'est super bien mis en scène. Que ce soit visuellement, avec une photographie vraiment magnifique qui met vraiment en valeur le pays en donnant ce côté joli à l'image, mais tout en restituant bien le fait que c'est un pays très pauvre. Par exemple, on va avoir des quartiers vraiment très misérables, alors que la photographie, elle, va être très belle, en renforçant certaines couleurs, notamment le rouge, qui est très, très renforcé dans le film, qui rappelle la violence, par exemple. Donc au niveau de la mise en scène, il y a vraiment quelque chose qui est super bien. Et ça m'a vraiment plu, c'est le cinéma asiatique, ça a un côté très asiatique que j'apprécie beaucoup. Après c'est différent des autres réalisateurs que j'ai vus, mais il y a vraiment un très gros travail au niveau de la mise en scène et au niveau du contexte. C'est vraiment le contexte qui est le plus important. On a vraiment une impression que c'est réel. Le portrait que Jia Zhangke nous livre ici fait vraiment réel. Je pense que c'est réellement comme ça que c'est en Chine et ça c'est vraiment la plus grosse réussite du film. Il y a pas mal, après le réalisateur va parsemer son film de pas mal de scènes d'action qui servent toujours un propos de façon vraiment, c'est toujours très bien et c'est toujours dans le but de faire un propos, de servir le propos. Donc ça aussi ça renforce le fait que ce soit un excellent film. Et les scènes d'action sont vraiment millimétrées. Il y a ce truc, comme je dis, ce que j'aime dans le cinéma asiatique, c'est cette violence qu'il y a dans ce cinéma asiatique, c'est le réalisme des scènes d'action. Après ça dépend, hein. Quand on est dans un film d'art martial c'est différent, même si c'est toujours des films de combat. Mais un film réaliste asiatique va beaucoup travailler son réalisme et la violence notamment, et c'est ça que j'aime beaucoup dans A Touch of Sin. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur ce film. Franchement, les 4 histoires sont indépendantes et sont très intéressantes chacune et contribuent vraiment à créer un portrait glaçant de cette Chine actuelle, très tournée vers le capitalisme, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un film violent et poignant et on tient du début à la fin. Après, si j'avais un reproche, ce qui fait que pour moi ça n'a pas été non plus le plus gros coup de cœur, mais franchement c'est vraiment vraiment un excellent film et je vous le conseille. C'est peut-être un peu les longueurs, mais finalement en y réfléchissant c'est pas ça, c'est ce que j'ai ressenti en sortant du film. J'ai ressenti pas mal de longueur. Mais maintenant, en y réfléchissant, j'ai vraiment apprécié ce film. Et finalement, les longueurs n'en font pas du tout un mauvais film. Donc, A Touch of Sin, c'est vraiment Je pense que d'ici les prochaines années, Jia Zhangke, je n'ai pas vu son cinéma. Je vais le découvrir vraiment... Je vais le découvrir parce que j'ai vu les critiques de ses précédents films, Still Life, un truc comme ça, qui a l'air vraiment aussi peu dans le même propos, qui a l'air vraiment super. Je pense que Touch of Sin a vraiment ses chances de plus tard rester dans le cinéma asiatique comme une œuvre majeure. Donc A Touch of Sin, je lui ai mis une note de 15 sur 20 et je vous invite à arrêter cette vidéo et à foncer le voir parce que c'est vraiment un excellent film que je vous conseille direct. Ce mois-ci, j'ai vu Amour, le tout dernier film réalisé par Michael Haneke. Ça fait au moins 3-4 épisodes que je ne fais que parler de Michael Haneke.
J'en parle quasiment à chaque vidéo. Et encore une fois, ce mois-ci, en tout cas ça fait au moins 3-4 mois que je vois un film de Michael Haneke. Et ce mois-ci ne déroge pas à la règle puisque j'ai vu son tout dernier film, Amour. Donc là, il ne doit plus me rester beaucoup de films de lui à voir. Il doit me rester les films post-Funny Games, donc ceux qu'il a fait en Autriche, ces films autrichiens que j'ai pas encore vus. Je les découvrirai sûrement un jour, mais là je pense que je vais faire une pause avec eux parce que c'est pas, j'en ai un peu ma claque, on va dire. Surtout que Amour, j'ai pas été vraiment très très fan. Alors là, on sort totalement de. Il y a une ambiance Haneke au niveau de la mise en scène, mais au niveau du sujet qui est abordé ici, on sort totalement de ce que Haneke nous livre d'habitude. D'habitude, c'est des films plutôt violents et choquants. Ici, on est sur un film où on nous montre un couple d'octogénaires qui, et dans ce film, il va justement, comme le titre l'indique, nous montrer l'amour entre ces deux personnages qui continue malgré la paralysie de la femme qui l'empêche de pouvoir vivre correctement. Donc c'est un sujet qui est rarement abordé et qui part plutôt d'une bonne idée. C'est plutôt intéressant, franchement il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais là où j'ai eu un problème, c'est que la mise en scène de Haneke fait que très vite on s'ennuie devant ce film. Parce que déjà la mise en scène de Haneke de base est très lente. Et dans n'importe quel film de Haneke, il y a forcément un moment où on va un peu décrocher, où on va un peu s'ennuyer. Mais le tout est toujours rattrapé par l'ambiance anxiogène qui est mise dans ces films. Que ce soit ces bons films comme ces moins bons, comme La Pianiste que j'ai parlé récemment, c'est celui pour l'instant que j'aimais le moins. Et c'était celui qui était le plus ennuyant. Mais pourtant, il y a toujours cette ambiance qui fait qu'un film de Haneke, c'est toujours quelque chose d'à part. Et ben là, pour le coup, il n'y a pas du tout cette ambiance anxiogène et angoissante. Donc, on est devant une histoire très très lente, avec des personnages très lents, parce qu'ils sont vieux, mais c'est pas ça que je voulais dire. Des personnages qui ne font pas grand chose de leur journée. On passe beaucoup de temps à voir notre femme galérer à vivre. Alors au début, ça marche, c'est très bien, c'est dans le ton du film. Mais très vite, on se lasse et ça ne marche plus. Au-delà de cela, le film commençait plutôt bien. Hein, franchement, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, ils sont juste excellents dans les rôles. Hein. Et on voit l'émotion principale qui veut être dégagée du film, à savoir l'amour, est très bien représentée. Mais très vite on se perd dans un ennui qui fait qu'on décroche du film, qu'on a beaucoup de mal à se concentrer, et voilà. Mais je suis content parce que pour une fois, Michael Haneke a réussi sa fin, ce qui a fait que j'ai augmenté légèrement ma note. Et pour le coup, c'est vraiment surprenant parce que pour le coup, on revient sur quelque chose de très Haneke. Je vous en dis pas plus, c'est à découvrir. Mais ça étaye son propos. Et au niveau de sa mise en scène, c'est juste extrêmement bien filmé. Voilà. Donc la fin, ça vient vraiment rajouter un plus à ce film. Mais qui, selon moi, reste quand même très long. Alors qu'il dure à peine 1h30, il me semble. Donc c'est dommage. Mais voilà, il s'en sort plutôt bien, comme je le dis, avec cette fin. Mais c'est vraiment pas le must de mes films de Michael Haneke, encore une fois. Je suis pas sûr que je le reverrai un jour. Et donc voilà, je lui ai mis une note de 11 sur 20, donc qui est à peu près au même niveau que La Pianiste. Des films de Haneke, pas les meilleurs, loin d'être les meilleurs, mais qui s'inscrit dans son cinéma quand même si celui-là prend des chemins un peu plus contournés. Ce mois-ci, j'ai vu Comment c'est loin, réalisé par Orelsan, le rappeur, et Christoph Offenstein. C'est un film qui, depuis sa sortie, me donnait vraiment envie, parce que j'adore. C'est pas mes rappeurs préférés, mais j'aime beaucoup Orelsan et Gringe. C'est des rappeurs que j'apprécie beaucoup, plus Orelsan que Gringe d'ailleurs, qui
qui peut faire des bons trucs, mais je trouve que Orelsan a plus de personnalité. Ça c'est autre chose, que ça sort du contexte du rap. Et j'avais vraiment envie d'aller le voir, mais encore une fois, mon cinéma ne passait pas ce film. Donc j'ai pas pu le voir et j'ai dû attendre qu'il sorte en DVD et en téléchargement. Donc en attendant, évidemment, moi j'allais pas attendre de voir le film pour écouter l'album. Hein. J'ai écouté l'album du coup. Et c'est pas dommage, évidemment. J'avais déjà toutes les scènes du film qui étaient décrites dans l'album, mais du coup elles étaient entremêlées et du coup ça me permettait pas de me faire l'idée du film, donc au pire ça n'a pas été très grave. Déjà au niveau des morceaux, avant même de connaître le film, j'adorais l'album. Il y a quelques sons que j'adore, que ce soit les sons un peu plus déjantés à la Wonder Cash, pas n'importe quel tune, ou que ce soit les sons un peu plus, comment dire, sérieux et qui font plus ressortir les émotions de nos personnages. On a J'essaye, à l'heure où je me couche, qui d'ailleurs j'étais un peu dégoûté, n'est pas dans le film mais seulement en générique. En un peu déjanté, il y a le freestyle pour Radio Phoenix. Non, franchement, l'album, je kiffais déjà avant même d'avoir vu le film, et le film n'a fait que confirmer cela. Mais finalement, un peu déçu quand même. Le film est loin d'être mauvais, ça c'est certain. Mais il y a un truc qui m'a gêné. Déjà on va parler de la mise en scène qui franchement est plutôt bonne. Je pense que c'est Christophe Offenstein qui s'est plus attelé à positionner la caméra au bon endroit et tout ça. Et pour le coup c'est bien réalisé, ça fait vraiment le taf, sans être fou, mais visuellement c'est plutôt sympathique. Voilà, il y a une volonté de faire quelque chose et ça on peut pas le nier. Mais le truc qui m'a gêné un petit peu, c'est que après je savais à quoi m'attendre parce que je connais le personnage d'Orelsan. Je sais qu'il joue le personnage un peu branleur. Je suis pas sûr que ce soit réellement vrai. C'est plutôt, quand on voit tout ce qu'il fait, c'est plutôt un gros taffeur en fait. Mais il représente plutôt peut-être l'Orelsan d'avant, je pense, qui a changé aujourd'hui. Là où le film trouve ses limites, c'est que le film ne sait jamais trop réellement où se placer. C'est-à-dire que j'imaginais bien sûr un film décalé à l'effigie des personnages de Orelsan et Gringe, mais en vue des musiques un peu plus qui prennent plus au cœur, et étant donné que j'avais déjà écouté des sons plus conscients d'Orelsan, par exemple tout à l'heure justement j'allais me doucher, j'ai écouté du Orelsan, que ce soit Suicide Social ou Jimmy Punchline. Jimmy Punchline plus décalé, Suicide Social beaucoup plus dans les sentiments. Donc voilà, mais le truc c'est que le film sait jamais réellement où se placer. Alors le cinéma que je défends justement, c'est un cinéma qui oscille entre justement le comique et le plus tragique on va dire. Mais là pour le coup j'ai trouvé qu'il y a pas mal de moments où il y a une scène qui commence à être sympa et à être plus touchante, dans lesquelles on apprécie nos personnages, on vit avec nos personnages, on vit ce qu'ils subissent. Mais tout de suite c'est désamorcé par un certain humour qui fait qu'on a l'impression que leur situation, qui n'est pas vraiment comment dire, souhaitable, ils la prennent avec humour. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être ce qui est souhaité, mais ça m'a un peu gêné moi personnellement et ça m'a un peu déçu. Mais le film est loin d'être mauvais vraiment, hein. D'ailleurs ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux certains sons que j'avais compris dans le mauvais sens. Par exemple le Mal est fait, qui est un solo de Gringe. Je l'avais compris totalement à l'envers, je vais pas l'expliquer, je vous laisse le découvrir, mais je croyais qu'en fait il parlait que lui était amoureux d'une fille dont le mec était un connard, et vous verrez que dans le film finalement c'est pas ça. Et du coup j'avais compris dans le mauvais sens. Donc ça m'a permis de mieux comprendre les sons et voilà. Au niveau des acteurs, Orelsan et Gringe, ils sont toujours aussi attachants. J'aime beaucoup leur personnage, je m'y identifie un peu beaucoup en tant qu'adolescent un peu paumé qui sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie et qui préfère ne rien foutre
d'aller taffer les soirs pour réviser son bac par exemple, qui est d'ailleurs dans 2 semaines. Yes, j'adore. Donc voilà, là par exemple je suis en train de faire une vidéo au lieu de réviser, c'est pas grave. Donc évidemment que je m'identifie à ces personnages, mais voilà, il y a ce truc qui fait que ça m'a un peu plus gêné et que j'étais déçu que ça n'a pas fait un chef-d'œuvre. Et j'avais peut-être trop d'attentes pour ce film, parce que je savais qu'il allait exactement représenter ce que je suis, et donc évidemment que ça m'intéresse. Du coup je suis un peu déçu, je lui ai mis qu'un 14 sur 20, bien sûr c'est super un 14 sur 20 déjà. Mais j'en attendais trop, je pense, et voilà. Mais il faudra que je le revoie d'ici quelques temps. Et puis je vous invite aussi à découvrir, si vous visionnez le film, si je vous ai donné envie de visionner le film, même si j'étais peut-être un peu trop négatif, mais franchement, je vous le répète, c'est un très bon film quand même. Je vous invite aussi à découvrir l'album d'Orelsan et Gringe. Je vous invite à découvrir Orelsan, à découvrir un petit peu son parcours, le mec qui est passé de sale pute, qui pour certains est un son un peu débile, mais qui pour moi est très intéressant quand même déjà à analyser. Il recèle de plein de trucs assez sympathiques déjà, même si bien sûr c'est du rap, donc ça se veut violent et c'est à l'effigie un peu de notre génération. Donc je vous invite à découvrir que ce soit le film et aussi l'album et les artistes que sont Orelsan et Gringe, et aussi la série Bloqué que je ne regardais pas et que du coup je me suis mis à regarder, et franchement j'ai pas regardé tous les épisodes, mais là du coup sur Bloqué ça marche beaucoup mieux. Il y a ce côté humour grinçant qui à la fois montre toute l'ironie de leur vie et puis tout de suite désamorcé par un second degré. Et c'est ça qu'ils ont mis sur un long métrage sur lequel j'aurais préféré peut-être un peu plus d'émotion, un peu plus de mélancolie ou de trucs comme ça. Donc pour moi, Commencer loin, ça reste quand même un très très bon film que je vous invite à découvrir, et ça sera un 14 sur 20. Ce mois-ci, et pour la seconde fois de ma vie, je visionnais Fantastic Mr. Fox, réalisé par Wes Anderson. À l'époque, je l'avais vu, j'étais tout petit, je connaissais même pas encore qui était Wes Anderson. Et j'avais vraiment bien aimé, et c'est sûr que c'est pour les enfants, franchement, c'est un excellent film. Maintenant, je vais y revenir un petit peu avec ma vision d'adolescent. Fantastic Mr. Fox s'inscrit parfaitement dans la filmographie de Wes Anderson, c'est-à-dire que visuellement et au niveau de la mise en scène, il a dû s'éclater. Visuellement, c'est très très joli, il y a une ambiance et il y a vraiment une patte Wes Anderson qui s'applique vraiment au film d'animation. Et ça marche du tonnerre et j'aime beaucoup. Et aussi, Roald Dahl, c'est un de mes auteurs d'enfance, un des seuls auteurs dont j'ai lu tous les livres, parce que je suis pas un très grand lecteur, je le répète régulièrement, mais j'essaie de me forcer à le découvrir. Mais au moins, Roald Dahl, c'est un auteur dont j'ai tout lu, même son tout premier livre, Escadrille quelque chose, et je l'avais lu quand j'étais petit sans savoir que c'était un truc un peu plus pour les adultes, et j'avais pas du tout aimé. C'est un des seuls souvenirs que j'ai de ce livre, je sais plus de quoi ça parle. Mais en tout cas, Fantastic Mr. Fox, c'est un des livres, encore c'est un de ceux que je connaissais le moins, j'ai dû le lire une seule fois, alors que la plupart je les ai lus au moins 2-3 fois. Mais franchement, j'aimais bien Fantastic Mr. Fox, et porté sur écran, c'est vraiment fun et jouissif. Après, ça a les défauts d'un film d'animation pour enfants, et je peux pas lui reprocher encore une fois, c'est comme le truc c'est comme ce que je disais avec Vice Versa. C'est-à-dire que ça a ce côté un peu trop enfantin, un peu niais parfois, mais ça va totalement dans le sens d'un film pour enfants. Et je trouve que pour un film pour enfants, il est bien écrit, avec des personnages plutôt attachants, amusants, avec des personnalités qui traitent de pas mal de sujets, comme par exemple la jalousie, ou avec Fantastic Mr. Fox, par exemple la fierté, la figure du père par rapport à son fils, par exemple. Donc ça, c'est pour les enfants, c'est vraiment super, et même encore j'ai trouvé que c'était très bien écrit, même pour moi qui ai grandi. Après, j'aurais pas plus de choses à dire parce que c'est un film divertissant en fait. C'est une suite de séquences divertissantes entre par exemple le moment où Fantastic Mr. Fox va tenter de braquer la ferme des différents fermiers, le moment où ils sont pourchassés par les fermiers. En fait, c'est des séquences ultra fun et divertissantes dans lesquelles on s'extasie de voir nos personnages tenter de trouver des solutions pour réussir ou pour s'échapper. Donc rajouté à cela, on a les relations entre nos personnages, on traite de la jalousie comme je l'ai dit,
de la figure du père, donc ça c'est plus enfantin, mais j'ai quand même bien aimé avec mon regard un peu plus adolescent. Et il y a aussi des séquences il y a une musique que j'ai vraiment adorée, et notamment la séquence où il rencontre le loup. Après, au niveau de ce qu'elle veut dire, cette séquence, je suis pas certain de son intérêt. Il y a un symbole, mais je trouvais qu'elle faisait peut-être un peu le cheveu sur la soupe. Elle arrive comme ça un petit peu. Mais ça n'empêche pas que je l'ai trouvée quand même très belle, et aussi au niveau de la musique, j'ai adoré cette musique. Je vous invite à la découvrir, je l'écoute régulièrement. C'est Canis Lupus d'Alexandre Desplat. Ouais, du coup, c'est la musique d'Alexandre Desplat. Je m'étais pas trompé, mon premier truc. Donc je la trouve très belle cette musique, je vous invite à l'écouter en entière, pas juste l'extrait que je viens de vous mettre. Et voilà, c'est un film très divertissant pour moi, et surtout je pense que c'est un excellent film pour les enfants. On retrouve tout à fait le style de Wes Anderson que j'aime beaucoup. Et voilà, je lui ai mis une note de 14 sur 20, alors ça a un petit peu baissé par rapport à ce que j'imaginais du film, j'en avais vraiment un très bon souvenir. Mais c'est souvent les souvenirs d'enfants. J'étais un peu plus déçu, mais franchement ça reste un très très bon film. Donc voilà, cette seconde partie de mes visionnages du mois de mai 2016 est maintenant terminée. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller dans cette seconde partie? Je vous conseillerais de découvrir Maloot, un ovni cinématographique qui a vraiment quelque chose à proposer d'intéressant. Je vous invite aussi à découvrir Un pigeon perché sur une branche, philosopher sur l'existence. Bien que j'ai pas été totalement fan, il y a un style que j'ai vraiment aimé. Et je vous invite à découvrir ce réalisateur, au moins pour vous faire votre propre avis. Ça se trouve, vous allez adorer. Moi, j'ai adoré une partie du truc, mais il y a un truc qui a fait, scénaristiquement, il y avait un vide un petit peu, ou une incompréhension plutôt, qui fait que j'ai pas réussi à suivre. Sinon, il y a A Touch of Sin de Jia Jiangke, qui pour le coup est vraiment super, et celui-là, je vous invite à foncer le voir. Il y a Comment c'est loin aussi, que dans cette seconde partie, il y a pas mal de très bons films. Comment c'est loin aussi, qui est un film qui m'a beaucoup plu, malgré que j'ai été un petit peu déçu. Et puis pour finir, Fantastic Mr. Fox, qui aussi m'a déçu par rapport à ce que je m'en faisais d'avant, mais qui n'en reste pas moins un très bon film de Wes Anderson. Donc voilà, on se reverra d'ici quelques semaines pour les 10 derniers films que j'ai visionnés ce mois-ci. Il y a aussi du très très lourd. Puis voilà, je vous dis à plus. Ce mois-ci, j'ai vu Maloot, réalisé récemment par Bruno Dumont, donc c'est le film qui est sorti cette année-là, et qui était présenté d'ailleurs au Festival de Cannes. Finalement, le film repart avec rien. À l'époque où j'ai vu le film, c'était pas annoncé encore, on ne savait pas s'il avait gagné, mais finalement, il repart avec rien. Ça ne m'étonne pas parce que c'est pas non plus un film incroyable. Mais j'ai vraiment bien aimé ce que le film a à nous proposer, ce que le film veut offrir au cinéma français, quelque chose qui change. Et j'ai adoré, j'ai bien aimé au moins ce parti-là. Je vais revenir dessus parce qu'il y a pas mal de points un peu plus négatifs. Mais Maloot, c'est un bon film, un très bon ovni français, qui fait que prochainement je vais regarder la suite la filmographie du réalisateur, notamment Le Petit Quinquin, qui datait de l'année suivante, une mini-série de 3-4 épisodes, je sais plus, diffusée sur Arte. Donc Maloot, qu'est-ce que c'est? Maloot, c'est, on se place dans... Je sais plus si c'est la Normandie, il me semble que c'est plus la Normandie que la Bretagne, mais le nord-ouest de la France, avec des paysages des plages plutôt sombres, avec beaucoup de nuages, un peu gris, avec des marins pêcheurs d'huîtres et de moules, voilà. Et donc on se retrouve dans une région dans laquelle, excusez-moi pour le bruit, il y a une série de meurtres qui est en train d'être fait, et on envoie donc 2 inspecteurs, l'inspecteur Machin et son acolyte, afin de comprendre ce qui s'y passe là-bas. Et donc, en parallèle de cet inspecteur, on découvre 2 familles, une famille d'aristocrates qui vient ici en vacances,
et de l'autre côté une famille de locaux qui vit de la pêche. Dit comme ça, vous imaginez sûrement pas l'ambiance qui a été mise dans ce film, et ce que j'ai bien aimé déjà, c'est la réalisation, parce que c'est une ambiance qu'on n'a jamais vue, c'est une ambiance très propre, et c'est quelque chose que j'ai bien aimé. D'ailleurs, c'est quelque chose que quand je lis des trucs comme Sherlock Holmes ou des trucs plus français comme Maigret, c'est le genre d'ambiance que je m'imagine moi personnellement. Je m'imagine pas le Sherlock Holmes que Guy Ritchie a mis en scène. Je m'imagine un truc un peu plus comme ça, un peu plus intimiste. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Déjà, visuellement, c'est juste magnifique. La photographie est incroyable. Vraiment, il y a un énorme travail de la photographie, j'ai adoré. Et puis l'ambiance décalée et grotesque que j'ai beaucoup aimé, notamment rien que les gueules des acteurs. Que ce soit les acteurs connus comme Fabrice Lucchini, ou que ce soit les acteurs que je ne connaissais pas ou qui sont même pas professionnels, il me semble. L'inspecteur machin, sa gueule, quoi, même ses habits, j'ai vraiment adoré. Et je trouve que le film est très sympa. Alors c'est pas un humour qui va vous faire exploser de rire. D'ailleurs la salle ne rigolait pas, j'étais un des seuls à rire à peu près. Mais c'est un humour un peu con, mais qui rappelle un petit peu Charlie Chaplin, je trouve. Notamment l'inspecteur machin qui avance en couinant, avec pas mal de gamelles. Vous voyez ce genre d'humour pas très élaboré, mais qui dans une ambiance marche bien. Avec l'ambiance ça marche bien, c'est pas juste des conneries un peu nulles qui sont mises là. C'est juste pour ça permet de créer une atmosphère. Et j'ai plutôt bien aimé. Après, qu'est-ce qui fait que j'ai pas été tant fan que ça du film? En sortant, j'étais content parce que je voyais un film qui offrait quelque chose de nouveau au cinéma français. En plein de points, je viens d'en citer pas mal. Mais j'étais déçu au niveau du scénario, c'est qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose dans le film. Entre le début et la fin du film, rien n'a changé en fait. Que ce soit les personnages qui n'ont pas évolué, mis à part peut-être la relation entre Malout, qui est un fils de marin, qui est un peu le personnage principal, et la fille de la famille aristocrate. Il y a une relation qui se met en place entre eux, et à la limite il y a ça qui évolue. Mais le reste des personnages, ça reste plutôt, ils restent égal à eux-mêmes. L'enquête n'avance pas du tout. C'est un parti pris parce que justement c'est pour